Ras Hanout s'est vraiment construite par étapes et par une succession de projets. Et effectivement, ça a commencé avec Fruits étrangers, qui était au départ simplement un exercice de narrer pour nous et pour un petit public notre expérience de discrimination raciste. Et donc Ras Hanout, parce que c'est un marqueur voilà, identitaire, un marqueur de la communauté marocaine et au-delà même en fait de notre culture arabo-musulmane. Et en même temps, ça envoie l'image que donc la tête du magasin, littéralement, le mélange donne la meilleure épice en fait. 381 jours, c'est un spectacle qui mélange vraiment, c'est une charmera de deux époques. كيفتا كفتات شرميره وكل شيء هذاك الشيء حريرة هذاك حريره تعرف. بيصرة. Alors il y a une fille qui s'appelle Leila qui vit dans Bruxelles 2013. À la maison. Elle va faire à la maison, parfois dehors. Subhanallah. Elle va changer d'époque avec un dénommé prénommé Barré, White de son prénom, de son nom de famille, qui vont changer d'époque. C'est-à-dire que la fille, elle va se retrouver dans les années 60 aux États-Unis, dans le sud, et les blacks, elle va se retrouver en 2013 à Bruxelles. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que le gars des années 60 qui va en 2012, il va faire si bien, il n'y a plus la discrimination. Après, il va se rendre compte que non, il y a la discrimination, mais pas comme chez lui. La discrimination des mots, la discrimination symbolique, la discrimination des musulmans, la discrimination des... On en a marre. On en a marre. Vas-y, continue. Give him the word that I'm not a rover. Bonjour. Alors moi je vais prendre un eggs breakfast. Pardon. En fait, je vous explique, j'arrive de super loin. Je ne sais pas encore bien comment on prononce les choses chez vous, mais je vais essayer. Donc, eggs. J'ai très bien compris, mais ce sera non. Je vais prendre des toasts au fromage alors. Non, écoutez, je ne vous servirai pas ici. Pourquoi ça? Parce que vous n'avez pas vu l'affiche. Pour ça, il faudrait d'abord qu'elle sache lire, hein? Là, on ne peut pas leur demander ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Je comprends pas. Il y a une grande affiche à l'entrée. Vous avez qu'à aller voir. Dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as déjà été victime ou atteint par un préjugé? Oui, ça veut dire oui. Des préjugés qui sont liés à mon origine, qui sont liés à ma religion, qui sont liés à mon genre en tant que femme aussi, en tant que jeune personne. Donc, on voit aussi qu'au niveau professionnel, une jeune femme est moins bien considérée qu'un homme, qui serait plus âgé, et on en rajoute en étant d'origine immigrée et en portant un signe ostentatoire d'origine. Le préjugé, déjà à l'école, ça commençait là, ensuite au travail. Je me rappelle d'une réaction qui disait il n'y a que des Arabes sur scène. La remarque qui me fait rire. Enfin, elle me fait rire et elle m'irrite aussi. Parce que quand la même personne va au théâtre Royal du Parc ou bien va aux Beaux-Arts et voit un spectacle fait que par des Blancs, jamais de la vie il dira mais avec des Blancs sur scène. Moi j'ai rejoint avec le premier projet. Et le premier projet qui était Fruits étrangers, ça avait commencé plus par faire un inventaire de l'état de la discrimination en Belgique. Ce qui était assez intéressant, c'est que certaines personnes disaient non, moi j'ai jamais été victime de discrimination. Et quand on leur parlait, ils ne se rendaient pas compte, ils disaient non, mais moi j'ai jamais eu, non. Mais... Par exemple, il y avait quelqu'un, il disait non, mais moi, oui, c'est vrai, oui, moi il est africain, et il dit, moi j'ai vécu à Anvers, je suis arrivée très jeune à Anvers. Non, j'ai jamais vécu de discrimination. Bon, c'est vrai que quand j'étais à l'école, le prof disait que je devais pas faire de latin parce que c'était trop difficile pour moi, mais bon, moi j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. C'est vrai que quand je suis dans les magasins, on me demandait plus souvent que ce que je voulais, en fait. On me surveillait plus. C'est vrai que... Et tu vois que progressivement, la personne se rend compte, et à la fin, c'était, par exemple, cette interview-là, à la fin, c'était... ah ouais, en fait... en fait, je l'ai vécu, la discrimination, et je l'ai vu encore, quoi. Dans le sens où, par exemple, on va me dire, t'es vraiment une exception, franchement, marocaine, et t'as étudié.
et tu parles plusieurs langues, ou tu fais du théâtre, tu vois, et que tu te dis, ok, bah, il y a un petit souci, tu vois. Une fille qui porte un voile et qui cherche un travail. Et à chaque fois, en fait, elle se fait recaler pour des raisons qui sont complètement aberrantes. On la prenait pour une femme de ménage, c'est quelque chose qui m'est personnellement arrivé. Au travail, on prenne pour une femme de ménage, sachant que les femmes de ménage ont un habit bien visible. Mais bon, j'avais un voile, donc c'était l'habit de la femme de ménage, fatalement. Donc il y avait ça, et puis les personnes qui ne voulaient même pas te serrer la main, les personnes qui ne te regardent même pas, les personnes qui te balancent en pleine face, mais enfin tu crains, t'es dégueulasse. Et puis la dernière personne, c'est la pire, c'est-à-dire c'est la personne qui va te saluer, qui va te regarder, qui va te dire en tant que vraiment un vrai colon bienveillant, qui va te dire mais pourquoi tu fais ça, enfin, c'est pour ton bien, enlève-le, mais pour ton bien. Enlève-le, il faut que tu te rendes compte que tu es en train de gâcher ton avenir. Tu es en train de gâcher ton avenir. Ce n'est pas nous qui te causons préjudice. Nous ne t'acceptons pas pour ce que tu es. Nous ne tolérons pas ce que tu es. Ce n'est pas nous qui ne te respectons pas. Ce n'est pas nous qui sommes en train de te causer préjudice. C'est toi qui es en train de ruiner ta carrière. C'est toi qui ruines ta vie. Pourquoi? Parce que tu fais un choix qui est le tien. Et ça, pour moi, c'est le pire discours. Parce que c'est un discours qui est non seulement très souvent machiste, parce qu'on l'adresse souvent aux femmes. Donc, on sait mieux que les femmes ce qu'elles pensent. On parle à leur place. C'est un discours qui est qui date pour moi de l'époque des colons. Donc, les colons savent mieux que les autochtones ce qui est mieux pour eux. Et donc, c'est un peu l'idée qu'on donne la liberté aux gens, mais à partir du moment où ils prennent un choix qui est différent d'une autre, on leur enlève cette liberté. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aptes à prendre une décision. Je pense qu'on ne mesure pas encore tout à fait vraiment les impacts des discriminations. Voilà, quand on se fait à chaque fois jeter, quand voilà, on peut lire un peu par exemple les forums de l'ADH, mais il y a de quoi voilà, il y a de quoi péter un câble. On se dit mais attends, mais excuse-moi, je peux savoir ce que je t'ai fait? Moi je rapproche ça aussi de grandir comme un enfant non désiré. Ça, c'est ce que ça fait peut-être de grandir en Belgique, d'être un enfant de deuxième ou de troisième génération, parce qu'on a fait venir les premières générations parce qu'ils coûtaient pas cher, il fallait reconstruire le pays, mais on s'attendait surtout pas à ce qu'ils restent, à ce qu'ils s'installent, et encore moins qu'ils essayent d'appliquer les droits qu'on leur a donnés sur le papier, parce qu'il ne faut quand même pas déconner, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Une perquisition a été effectuée au domicile de l'accusé et dans sa chambre, au-dessus de sa bibliothèque, à côté d'un parfum Zara et trônait un Coran. La preuve est donc faite. Objection, Madame la Présidente. Mon client n'est même pas afghan, il est de confession belge. Il n'est peut-être pas afghan, mais il est d'origine musulmane, tout au moins. Ah, votre honneuse. En Belgique, on dit Madame la Présidente. Mais... Quelle présidente? Moi, j'ai élu personne ici. Hein, Gilles? Ça veut dire quoi, d'origine musulmane? Genre, il y a un pays qui s'appelle Musulmanie, avec une région qui s'appelle Ramadan, une région qui s'appelle Sharia. Vous entendez? Ils viennent ici nous parler de Sharia. Moi, j'ai mes mains et je peux les garder! Je vois ça plutôt comme une force, c'est-à-dire que, étant donné que j'arrive à me sentir à l'aise dans les situations où on me dévisage complètement, parce qu'à force, ça devient normal, je le remarque limite même plus. Le fait de pouvoir tourner des situations qui sont complètement ridicules avec de l'humour, ça me renforce. Le fait ça m'a aussi permis de vraiment plus développer la confiance en moi, parce que c'est obligé pour survivre en fait. Je sais qu'il y a des choses que j'ai remarqué que je suis beaucoup plus à l'aise que d'autres personnes et je suis moins intimidée, c'est grâce à ça en fait. Voilà, je m'exprime aussi par l'humour et je pense que c'est une bonne cure pour justement, on va dire, se soigner de tous ces maux qu'on peut avoir et tous ces préjugés négatifs qu'on a sur nous. Donc moi, j'utilise l'humour pour vraiment pouvoir, on va dire, me détacher de ça. Madame, je suis désolée pour ce spectacle, je vais arranger ça. Qu'est-ce que vous faites là?
En fait, on est en train de faire un sit-in. Ça veut dire qu'on parle pas et on bouge pas, même si on nous interpelle. Ok. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à ce que nous, les Noirs, un jour, peut-être qu'on pourra... Ils n'ont pas les moyens de rester ici, ils vont bientôt partir, hein, vous inquiétez pas. Ça sert juste à nous donner une mauvaise image, aggraver notre situation encore une fois. Vous faites vraiment n'importe quoi, ça sert à rien, vous allez juste énerver le blanc, hein. Comme d'habitude, il va devenir tout rouge et me... Enfin, bref, cherchez vraiment les problèmes, là. Ah, si on cherche les problèmes, on les trouve, hein. S'il y a bien une chose que quand on... Nègre de maison. C'est pas une insulte, hein, ce que je viens de dire. Tout est qu'une frustrée parce que moi je travaille, je suis bien, je gagne de l'argent, je mange les restes des grands plats. Et de toute façon, je sais qu'un jour je serai chef de ma cuisine. Chef des restes. C'est prouvé, avec l'humour, les massages passent beaucoup mieux. Bah, en tout cas, cette scène-là, cette colère-là qui devient une scène, et cette scène-là qui se partage. Et donc le public voit cette scène-là et peut justement après témoigner de cette injustice parce que le public n'est pas con. Ok, on rigole, mais il y a du vrai et c'est grave même aussi. Au début, vraiment, j'étais la personne qui était là à dire aux gens, ouais, faut arrêter d'être tout le temps comme ça, négatif et tout. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Tu peux, comme nous, on a écrit une pièce de théâtre, comme les gens qui font du rap, comme les gens qui vont justement mener un combat en faisant des études. Ça aussi, c'est un combat qu'on mène. On se bat tous les jours d'une manière ou d'une autre. Si j'utilise la culture, c'est parce que pour moi, c'est pour rentrer dans l'art, exactement. Beau jeu de mots. Mais c'est vraiment ça. J'utilise la culture comme vraiment vecteur, en tout cas comme force de combat. C'est vraiment mon art martial à moi pour combattre les injustices. Il faut toujours se battre. Ça ne veut pas dire l'égalité n'est jamais acquise, on arrête là. Non, il faut toujours se battre parce qu'on peut toujours arriver à une situation qui est pire que celle qu'on a aujourd'hui. Mais on peut toujours être mieux que ça. Et donc, il faut en effet la dénoncer. Alors, il y a différentes manières de la dénoncer. Il y a des gens qui vont aller courir dans les rues, manifester. Moi, personnellement, je ne suis pas dans le truc de la manifestation, mais je pense que c'est intéressant et que c'est important de le faire. Il y a des gens qui vont... pour moi, par exemple, quand on parle de lutte, il y a des luttes qu'on ne voit pas, en fait. Il y a des luttes qui sont très indirectes. Par exemple, une fille qui se lève tous les matins, qui va travailler avec son voile, sachant que les gens ne veulent pas d'elle, cette fille, elle fait une bataille tous les jours. Et elle fait une bataille qui a l'air discrète, une bataille qui n'est pas visible. Mais en fait, elle est ultra importante parce que c'est avec ça que, chaque jour, progressivement, elle va changer les mentalités des gens qui travaillent avec elle, pour faire en sorte que sa présence devienne banale et plus originale. Nelson Mandela, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, c'est l'oppresseur qui choisit les armes avec lesquelles nous allons le combattre. Si c'est la violence, bah, nous allons utiliser la violence. Si c'est doux, bah, on sera doux. Je te dis qu'il faut construire des ponts. Il faut défoncer des portes. Défoncer des portes. La violence ne va pas résoudre nos problèmes. Il faut le faire comme le révérend l'a dit. On va y aller pas à pas. Mais non, mais non. Mais si, mais si. Mais non, mais non. Ben, tu sais c'est quoi ton problème, Barry? C'est que t'as peur du blanc. Peur du blanc. N'importe quoi. Ils étaient là avant nous, tu veux faire quoi? On va tous les chasser peut-être. Et quoi? Tu vas les forcer à vivre avec toi? Comme l'a dit l'honorable Elijah, le blanc c'est le diable et le monde serait meilleur sans blanc. Là, il y a eu un blanc. Il est où le diable? Mais oui, Barry, c'est ça. Si le blanc nous maltraite, il nous chasse, il nous insulte, c'est parce que qui aime bien châtie bien. Et le blanc, ça fait 500 ans qu'il nous adore. C'est pas ce que je suis en train de dire. La violence ne résoudra rien. Pense à Gandhi, qui a libéré toute l'Inde sans un seul acte de violence. Je sais qu'on prendra des coups. Mais no pain, no gain. On prendra nos droits par la force. Black Power. No pain, no gain. Ben. Ok, Black Power. Le personnage que j'incarne, donc Angela Davis, bah, j'admire énormément. Au début, j'avais pas tellement d'affinité ou je comprenais pas. Allez, c'est quelqu'un qui a fait partie des Black Panthers à un moment donné et que je me disais, elle est quand même assez révoltée, elle est assez... Mais je pense que c'est ça. C'est cette colère que tu gardes en toi, que tu nourris, qui va faire en sorte de pouvoir mener un combat jusqu'au bout. Moi, par rapport aux Black Panthers,
Et par rapport à Malcolm X, qui disait by any means necessary, par tous les moyens possibles, sans ce combat-là, je pense pas que les Noirs auraient eu en tout cas le semblant de progrès, en tout cas le progrès écrit dans la loi, qu'ils ont eu. Quand on voit des photos de robinets colored white, là ça crée vraiment un choc. Quand on apprend l'histoire de certaines personnes qui se sont levées, comme Rosa Parks, qui s'est levée dans un bus et qui a dit non, je ne cède pas ma place à un blanc. Et toutes les conséquences qu'il y a eu après ça, toutes les personnes qui se sont fait tabasser quand ils faisaient un sitting, qui ne réagissaient pas, là on se rend compte finalement que nous, on a l'impression que nos réactions sont un peu futiles en fait. Ce qu'ils vivaient là-bas, c'était beaucoup plus écrit, c'était beaucoup plus visible, enfin pas écrit, visible. Tu voyais vraiment les toilettes séparées. Tu voyais que les gens ne pouvaient pas monter dans le bus à côté. Les blancs ne pouvaient pas s'asseoir avec... Enfin, les noirs ne pouvaient pas s'asseoir avec les blancs. C'était très clair. Aujourd'hui, c'est pas clair. Il y a un racisme et de la discrimination, mais c'est très... voilà, c'est très caché quand même. Ce qui est assez dangereux dans notre époque, c'est qu'il y a plutôt un mouvement de causer le moins de soucis, d'être le plus lisse possible qu'il peut y avoir dans nos représentants ou dans les leaders d'opinion, entre guillemets, qui empêche finalement ce mouvement-là, parce que dans la société dominante, on va toujours prendre celui qui a l'air le plus accessible en termes de messages. Et si tout le monde donne ce type de message, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, oui, il y a quelques petits soucis, mais etc. Et tout. Donc non, je pense qu'on a besoin de figures morales, intellectuelles, politiques fortes. La plupart de nos avancées ont été malheureusement obtenues dans le sang, et en tout cas parfois par la violence. Je ne sais pas si on a La Révolution française, la par Révolution exemple, française, c'est parfaite. Simplement les allocations. Les allocations. Alors ici, tous les combats chômage, sociaux aussi, les congés payés. Le 13e mois. C'était des combats très durs de la part de la classe ouvrière. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est dépassé, etc. Et qu'il faut s'asseoir. Enfin, oui, justement, on aurait tort de penser que c'est dépassé. Parce que, absolument. Justement, si on se rend bien compte depuis 30 ans, c'est que tous ces acquis-là, on commence à les perdre. On parle beaucoup d'excès, mais je n'en vois pas beaucoup des excès dans la défense des injustices. Et je trouve que le dire comme ça, c'est déjà se dire on défend un peu trop les injustices, on défend un peu trop les populations qui sont les plus vulnérables. Comment est-ce que ça peut avoir un sens de se dire qu'on les défend trop? Comment est-ce que ça peut avoir un sens de dire qu'on est trop pour l'égalité? Je sais pas, je pense qu'on n'est jamais assez parce que ça sera jamais complètement acquis. C'est toujours la manière de les présenter, quoi. On ne voit que la violence, par exemple, même encore aujourd'hui, les actions parfois de travailleurs. On ne fait montrer que la violence, sans parler de pourquoi justement ils en sont arrivés là. Mes frères, mes sœurs, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour poser des actes forts. Ah, Sister Act. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour passer à l'action. Ah, Action Man. Aujourd'hui, l'homme noir n'aura plus honte de ce qu'il est, non. Ah non, il n'aura plus honte. Car il est l'égal du blanc. Ah oui, il est l'égal du blanc. Aujourd'hui, nous allons montrer à l'homme blanc notre fraternité. Notre fraternité. Aujourd'hui, nous allons montrer à l'homme blanc notre amour. Notre amour. Alors, si on est là, c'est pour proposer des solutions concrètes. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer ici et maintenant? Samir? Moi, je sais ce qu'on va faire. On va se réunir à 41 personnes. De là, on prend le métro, on s'arrête à Louise. Louise, on va à Place Poulard. Place Poulard, on rentre dans le palais de justice. Et dans le palais de justice, on défonce leur mec. Samy. Je pense que pour pouvoir aider l'autre, il faut d'abord s'aider soi. Pour pouvoir, on va dire, conscientiser l'autre, il faut d'abord se conscientiser soi. Maintenant, je pense que amener cette démarche personnelle plus loin. Une fois qu'on a compris qui on est, pourquoi et comment on vit les choses et qu'est-ce qu'on a envie de faire, après, je trouve que c'est beaucoup plus puissant que de le faire en groupe et de trouver des gens qui pensent comme nous, ou peut-être différemment, mais en tout cas qui sont dans la même démarche. Je pense que dans un groupe, il y a beaucoup de richesse.
et qu'on on a intérêt à avancer en groupe, on a intérêt à être solidaires les uns avec les autres, à se connaître, à apprendre à travailler les uns avec les autres, à vivre les uns avec les autres, parce qu'in fine, on n'est pas seul dans ces sociétés. En groupe, on peut partager certaines choses, on peut justement rectifier certaines choses, c'est-à-dire que je peux apprendre de l'autre aussi, la personne peut apprendre de moi, et voilà, ça entraîne un mouvement, ça entraîne un dynamisme. Et l'empowerment, face à ça, ça vise vraiment à se placer au centre du processus, à se donner, donc il y a le mot anglais power, à se donner de la puissance, de la capacité. Donc on se traduit des fois par capacitation ou autonomisation de l'individu. Mais nous, en tout cas, on envisage dans un processus à la fois individuel et collectif, parce que c'est indispensable de travailler sur les deux aspects. Et on doit porter sur les adultes et les jeunes le même type de regard qu'on peut porter envers ces bébés en disant ce sont des êtres humains, ce sont quelqu'un. Et c'était ça le sens du discours de Jesse Jackson, c'est il se peut que j'habite dans un quartier défavorisé, mais ne me regardez pas comme un extraterrestre, comme un sous-homme, je suis quelqu'un. Il se peut que je ne termine pas ma scolarité, ou comme disait Smail, que j'ai un accent, mais ne me regardez pas comme ça, je suis quelqu'un au même titre que vous, je vaux autant que vous. C'est l'idée de la démocratie quelque part, donc ça devrait quand même un peu mobiliser les gens. Et je peux être différent de vous, mais je suis quelqu'un. Et voilà, c'est toutes des idées fondamentales voilà, de démocratie, de liberté, d'égalité, que quelquefois, malheureusement, on se sent un petit peu seul. À la fin de notre spectacle, il y a le poème de, comment il s'appelle encore, d'un prêtre allemand qui avait été déporté, donc il l'a écrit en 1947, je pense. Il disait, quand les Allemands sont venus chercher les handicapés, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas handicapé. Quand les Allemands sont venus chercher les opposants politiques, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas un opposant politique. Quand les Allemands sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Quand les Allemands sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre.